Dostoïevski, le double, chapitre 4. Le solennel jour anniversaire de la naissance de Clara Olsouffievna, fille unique du conseiller d'État Berendeyev, jadis le bienfaiteur de M. Goliathkin. Un jour marqué par un repas étincelant et somptueux, un repas comme voilà bien longtemps quand on vu les murs des appartements de fonctionnaires près du pont Mazowski et dans les environs. Un repas qui ressemblait plus à une espèce de festin de Balthazar qu'à un repas, qui faisait penser à quelque chose de babylonien quant à l'éclat, au luxe et à la bienséance, avec du champagne, Clicquot, des huîtres et les fruits des magasins Élysée et Milioutine, avec toutes sortes de veaux gras et la table des rangs de la fonction impériale. Ce jour solennel, marqué par un repas si solennel, se conclut par un bel éblouissant, par un bal, pardon, autant pour moi. Ce jour solennel, marqué par un repas si solennel, se conclut par un bal éblouissant. Un bal familial, modeste, entre intimes, mais tout de même éblouissant quant au goût, à l'instruction et à la bienséance. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, ce genre de bal existe, mais c'est rare. Ce genre de bal, qui ressemble plus à des joies familiales qu'à des bals, ne peuvent être donnés que dans des maisons du genre de celle, par exemple, de la maison du conseiller d'État Berendeyev. Je dirais plus. Je doute même que tous les conseillers d'État puissent donner ce genre de bal. Oh, si j'étais poète, évidemment, de l'envergure d'un Homère ou d'un Pouchkine, pas la peine d'essayer avec un talent faible. Je vous aurais représenté sans faute, avec des teintes vives et un large pinceau au lecteur, toute cette journée hautement solennelle. Non, j'aurais commencé mon poème par le repos, et j'aurais commencé mon poème par le repos, et j'aurais plus spécialement insisté sur cet instant bouleversant et en même temps solennel où fut la levée, où fut levé, où non, j'aurais commencé mon poème par le repas et j'aurais plus spécialement insisté sur cet instant bouleversant et en même temps solennel où fut levée la première coupe en l'honneur de la reine de la fête. Je vous aurais représenté d'abord ces invités, plongés dans le silence de la vénération ainsi que dans l'attente, un silence qui ressemblait plus à l'éloquence de Démosthène qu'à du silence. Je vous aurais représenté ensuite Andreï Filipovitch, l'aîné de tous les invités et l'homme qui avait même un certain droit à la première place d'honneur, orné de cheveux blancs et de médailles en harmonie avec ses cheveux blancs qui se levaient de sa place et levaient au-dessus de sa tête afin de prononcer un toast, une coupe de vin pétillant, enfin apporté tout exprès de quelques royaumes lointains, afin d'être bu dans de belles circonstances. Un vin qui ressemblait plus à un divin nectar qu'à du vin ordinaire. Je vous aurais représenté les invités et les heureux parents de la reine de la fête qui levaient eux aussi leur coupe à la suite d'André Filipovitch
et qui dardaient sur lui leur regard plein d'attente. Je vous aurais représenté la façon dont cet Andrei Filipovitch, souvent nommé, versa d'abord une larme dans sa coupe et prononça ses vœux et ses salutations, proclama un toast et bua à la santé. Mais je l'avoue pleinement, je ne pourrais pas représenter toute la solennité de cette minute où la reine de la fête elle-même, Clara Olsoufievna, telle une rose de printemps, rouge de béatitude et de pudeur, suite au trop-plein de son émotion, tomba dans les étreintes de sa tendre mère. Comment pleura la tendre mère, et comment à cette occasion le père lui-même sanglota, lui, le gras vieillard et conseiller d'État Sophie Ivanovitch, qui avait perdu l'usage de ses jambes au long service de la patrie et s'était vu gratifié par le destin pour prix de son zèle d'un joli capital, une jolie maisonnette, quelques jolis villages et une beauté de fille. Il sanglota comme un enfant et proclama à travers ses larmes que son Excellence était un bienfaiteur. Je n'aurais pas pu, non précisément, je n'aurais pas pu vous représenter ce qui suivit tout de suite cette minute d'émotion générale des cœurs. Une émotion qui s'exprima clairement jusque dans la conduite d'un jeune registrateur, entre parenthèses, lequel en cet instant ressemblait plus à un conseiller d'État qu'à un registrateur, fermez la parenthèse, qui versa des larmes, lui aussi, en écoutant Andrei Filipovitch. Andrei Filipovitch, à son tour, en cet instant si solennel, ne ressemblait pas du tout à un conseiller de collège et à un chef d'un certain département. Non, il paraissait quelque chose de tout autre. Je ne sais pas de quoi précisément, mais pas un conseiller de collège. Il était plus. Enfin, pourquoi ne possédais-je point le secret d'un stylo et puissant, d'un style solennel pour représenter tous ces moments splendides et pleins d'enseignements de notre vie humaine, donnés comme par un fait exprès pour démontrer que parfois la vertu peut quand même triompher de la malveillance, du libertinage, du vice et de la jalousie. Je ne dirai rien, mais en silence, qui vaudra mieux que oratoire. Je ne dirai rien, mais en silence, qui vaudra mieux que tout oratoire. Je vous indiquerai ce bienheureux jeune homme entrant dans son 26e printemps, Vladimir Semyonovitch, le neveu d'André Filipovitch, qui à son tour se lève de sa place, qui à son tour prononce un toast, et vers lequel sont tournés les yeux en larmes des parents de la reine de la fête, les yeux pleins d'orgueil d'André Filipovitch, les yeux pudiques de la reine elle-même, les yeux exaltés des invités, et même les yeux pudiquement jaloux de certains jeunes collègues de ce brillant jeune homme. Je ne dirai rien, quoique je ne puisse pas ne pas faire remarquer que tout dans ce jeune homme, lequel ressemble plus à un digne vieillard qu'à un jeune homme, prenant cela en sa faveur. Tout a commencé par les joues épanouies jusqu'au grade d'assesseur qui lui était conféré. Tout cela, en 7 minutes solennelles, affirmait presque mieux que des paroles.
Voilà, n'est-ce pas, à quelle élévation les bonnes mœurs peuvent porter un homme. Je ne décrirai pas, enfin, la façon dont Anton Antonovitch Setochkin, chef du bureau d'un certain département, collègue d'Andrei Filipovitch et jadis de Sophie Ivanovitch, en même temps que vieil ami de la maison et parent de Clara Olsoufievna, un petit vieux aux cheveux blancs comme le cygne, proposant un toast à son tour, chanta d'une voix de coq et prononça quelques vers gaillards. La façon dont, par un oubli si bienséant des bienséances, pour autant que je puisse m'exprimer ainsi, il fit rire jusqu'aux larmes toute l'assistance, et donc Clara Olsoufievna elle-même, pour une telle gaieté, une telle gentillesse, lui donna un baiser sur ordre de ses parents. Je dirais seulement que, pour finir, les invités, qui, on le pense bien, après un tel repas, devaient se sentir frères, membres d'une même famille, se levèrent de table. La façon dont plus tard les petits vieux et les hommes de poids, après une courte période utilisée en une conversation amicale, en vinrent à certaines confidences, évidemment aimables et bienséances, la façon dont plus tard les petits vieux et les hommes de poids, après une courte période utilisée en une conversation amicale, en vinrent à certaines confidences, évidemment aimables et bienséantes, passèrent respectueusement dans une autre pièce, où, sans perdre leur temps précieux, ils se partagèrent en petits groupes, pleins du sentiment de leur propre dignité. S'installèrent à des tables tendues de tissu vert. La façon dont les dames, installées au salon, devinrent soudain prodigieusement aimables et se mirent à deviser de sujets divers, comment à son tour le très honoré maître de la maison, qui avait perdu l'usage de ses jambes par suite de son zèle et de son dévouement au service, et s'était vu gratifié pour cela de tout ce que nous avons déjà mentionné, se mit en personne à déambuler avec ses béquilles parmi ses invités, soutenu par Vladimir Semyonovitch et par Klamao Soufievna, et la façon dont, devenu lui aussi soudain extrêmement aimable, il décida d'improviser un petit bal modeste, en dépit des dépenses. En dépit des dépenses. La façon dont, dans ce but, on chargea un certain jeune homme débrouillard, celui, entre parenthèses, celui-là même qui, pendant le repas, ressemblait plus à un conseiller d'État qu'à un jeune homme, fermez la parenthèse, de la mission d'aller chercher des musiciens. La façon dont ensuite les musiciens survinrent au nombre, carrément, de 11, et la façon dont, pour finir, à 8h30 précises, on entendit les accords d'appel d'un quadrille français et d'autres danses diverses. Trois petits points. Inutile d'insister. Ma plume est trop faible, trop terne et trop débile pour donner une digne représentation du bal improvisé par obligeance prodigieuse du maître de maison aux cheveux blancs. Comment d'ailleurs, je pose cette question, pourrais-je, moi, le narrateur modeste des aventures, tout à fait curieuse du reste en leur genre, de monsieur Goliathkin, comment pourrais-je représenter ce prodigieux et si bien séant mélange de beauté, d'éclat, de convenance, de gaieté, d'aimable gravité, de grave amabilité, de joie, de contentement, tous ces jeux et ces rires de toutes ces dames de fonctionnaires qui ressemblaient plus à des fées qu'à des dames,
disons cela en leur faveur. Avec leurs épaules et leurs minois couleur de rose et de lys, leur taille aérienne et leur joyeusement joueur et homéopathique. Parlant un style sublime, peut-on. Comment représenterais-je enfin ces cavaliers fonctionnaires si brillants, radieux et graves jeunes gens, cavaliers enjoués et convenablement brumeux. Inutile d'insister, ma plume est trop faible, trop terne et trop débile pour donner une digne représentation du bal improvisé par obligeance prodigieuse du maître de maison aux cheveux blancs. Comment d'ailleurs, je pose cette question, pourrais-je, moi, le narrateur modeste des aventures, tout à fait curieuse du reste en leur genre, de Monsieur Goliathkin, comment pourrais-je représenter ce prodigieux et si bien séant mélange de beauté, d'éclat, de convenance, de gaieté, d'aimable gravité et de grave amabilité, de joie, de contentement, tous ces jeux et ces rires de toutes ces dames de fonctionnaires qui ressemblaient plus à des fées qu'à des dames, disant cela en leur faveur, avec leurs épaules et leurs minois, couleur de rose et de lys, leur taille aérienne et leur joyeusement joueur et homéopathique, parlant un style sublime, peut-on. Comment représenterais-je enfin ces cavaliers fonctionnaires si brillants, radieux et graves jeunes gens, cavaliers enjoués et convenablement brumeux, faisant leur pipe pendant les entr'actes, entre les danses, dans une petite pièce verte éloignée, et ne fumant pas de pipe pendant les entr'actes. Des cavaliers arborant, du premier au dernier, un nom ainsi qu'un grade décent, des cavaliers profondément pénétrés du sentiment de l'élégance et celui de leur propre dignité, des cavaliers parlant essentiellement la langue française avec les dames, et tant qu'à parler russe, n'utilisant que des expressions de haut style, des compliments et des phrases profondes, des cavaliers qui ne se permettaient que dans le fumoir certaines aimables digressions de cette langue de haut style, comme par exemple, dis donc, espèce de et de Petka, pour la polka, toi t'es un chef, ou bien alors dis donc, espèce de et de tu l'as bien secoué ta petite dame. Pour tout cela, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'expliquer au lecteur, ma plume a des lacunes, et c'est pour ça que je garde le silence. Tournons-nous plutôt vers Monsieur Goliathkin, le seul, le véritable héros de notre histoire tout à fait véridique. Le fait est qu'il se trouve en ce moment dans une situation des plus étranges, pour ne pas dire plus. Lui aussi, messieurs, il est là, c'est-à-dire pas au bal, mais presque au bal. Lui, non, ce n'est rien, messieurs. Et quoi qu'il reste tout seul en soi, à la minute où nous sommes, il se tient sur un chemin qui n'est pas tout à fait droit. Il se tient en ce moment, c'est même étrange à dire, il se tient en ce moment dans l'entrée, dans l'escalier de service de l'appartement de Sophie Ivanovitch. Mais cela n'est rien s'il se tient là. Il est bon comme ça. Il se tient, messieurs, dans un petit recoin, blotti dans l'endroit où on ne peut pas dire le plus chaud, mais disons le plus sombre, en partie caché par une énorme armoire et par du rideau, parmi toutes sortes de saletés, de bric-à-brac et de vieux débris, caché, guettant et observant, mais seulement pour l'instant,
la marche générale de l'événement en qualité d'observateur extérieur. En ce moment, messieurs, il se contente d'observer. Lui aussi, n'est-ce pas, messieurs, il peut entrer. Pourquoi il ne pourrait pas entrer? Il suffit juste de faire un pas et il entre le plus habilement du monde. Juste pour l'instant, figé du reste depuis plus de 2 heures dans le froid, entre l'armoire et les rideaux, parmi tout le bric-à-brac, les saletés et tous les vieux débris, il se citait, pour sa propre justification, une phrase du défunt ministre français Villèle. Tout vient à point. Pardon, autant pour moi. Il se citait pour sa propre justification une phrase du défunt ministre français Villèle, Dieu et son âme, selon laquelle tout vient à point, qui sait attendre. Cette phrase, Monsieur Goliathkin l'avait lue jadis dans un livre qui, du reste, n'avait rien à voir, mais à ce moment, elle lui était revenue à la mémoire, fort à propos. Cette phrase, d'abord, s'adaptait très bien à sa situation présente, et puis ensuite, Dieu sait ce qui peut passer par la tête d'un homme qui attend depuis bientôt 3 heures un heureux dénouement des circonstances dans lesquelles il se trouve, dans une entrée dans le noir et le froid. Citant, comme nous l'avons dit, tout à fait à bon escient, la phrase de l'ancien ministre français Villèle, Monsieur Goliathkin, au même moment, nul ne savait pourquoi, se souvint aussi de l'ancien vizir turc Marzir Mirlis, exactement comme de la Margavrine Louise, dont là aussi il avait jadis lu l'histoire dans un livre. Puis il lui revint à la mémoire que les jésuites avaient même posé comme règle de considérer que tous les moyens étaient bons pourvu que la fin pût être atteinte. Se redonnant ainsi un peu courage par ce point historique, Monsieur Goliathkin se dit, quoi, n'est-ce pas les jésuites? Les jésuites tous, du premier au dernier, ils sont de grands imbéciles. Ils leur moucheraient le nez à tous. Il suffisait juste que l'office se vide pour une minute, entre parenthèses, parce que c'était sur l'office que donnait cette entrée, dans l'escalier de service, là où Monsieur Goliathkin se trouvait en ce moment, fermez la parenthèse. Si bien que lui, malgré tous les jésuites, Vlan, il passerait d'un coup, d'abord de l'office au salon de thé, puis dans la pièce où, en ce moment, on jouait aux cartes, et puis directement dans la salle, là où, en ce moment, on donnait une polka. Et il passerait, à coup sûr. Il passerait malgré tout. Il se faufilerait. Un point, c'est tout. Personne ne pourrait le remarquer. Et puis après là, il savait bien ce qu'il allait devoir faire. C'est donc dans cette situation, messieurs, que nous trouvons à présent le héros de notre histoire, parfaitement véridique, même si du reste, il est assez difficile d'expliquer ce qui lui arrivait au moment où nous sommes. Le fait est que l'entrée et l'escalier, il avait su y arriver, pour cette raison que, n'est-ce pas, pourquoi n'y serait-il pas arrivé? Tout le monde y arrive.
Mais pénétrer plus loin, il n'osait pas. Il n'osait pas faire cela ouvertement. Trois petits points. Non qu'il n'osa pas faire telle ou telle chose, mais comme ça, parce que lui-même, il ne voulait pas, parce qu'il préférait plutôt comme ça, en tapis-noir. Et le voilà donc, messieurs, en train de l'attendre, son, entre guillemets, tapis noir. Et voilà précisément 2h30 qu'il l'attend. Et pourquoi il n'attendrait pas? Même Villèle avait attendu. Mais quel rapport avec Villèle, se disait monsieur Goliathine. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Villèle? Ah, si je pouvais en ce moment, enfin, vlan, et entrer. Va donc, espèce de figurant, dit monsieur Goliathine, pensant d'une main frigorifiée, sa joue frigorifiée. Espèce de gros nigo de Goliathine, le bien nommé. Du reste, cette gentillesse à sa propre personne venait à la minute présente, juste comme ça, en passant, sans le moindre but apparent. Mais soudain, il se lança. Et un pas en avant. La minute était arrivée. L'office était désert. Il n'y avait plus personne. Monsieur Goliathine voyait tout cela par la fenêtre. En deux pas, il se retrouva devant la porte et entreprit tout de suite de l'ouvrir. J'y vais ou je n'y vais pas? Bon, j'y vais ou je n'y vais pas? J'y vais. Pourquoi je n'irai pas? La fortune sourit aux audacieux. Se donnant ainsi courage, notre héros, d'une façon brusque et tout à fait inattendue, battit en retraite derrière les rideaux. Non, se disait-il, et si quelqu'un entrait? Ça y est, il y a quelqu'un, et si quelqu'un entrait? Ça y est, il y a quelqu'un. Pardon, autant pour moi. La fortune sourit aux audacieux. Se donnant ainsi courage, notre héros, d'une façon brusque et tout à fait inattendue, battit en retraite derrière les rideaux. Non, se disait-il, et si quelqu'un entrait? Ça y est, il y a quelqu'un. Pourquoi je baillais aux corneilles quand il n'y avait personne? Comme ça, un vlan, on entre. Non, mais quoi entrer avec un caractère pareil? Non, mais cette satanée tendance, la frousse, comme un poulet. La frousse, ça nous connaît. Voilà. Faire une saleté, ça, ça nous connaît toujours. Pas la peine de se faire prier. Voilà, tiens, reste ici comme une bûche. Un point, c'est tout. À la maison, une petite tasse de thé. Ce serait bien agréable, une petite tasse de thé. Je tarde encore, je parie. Petrouchka qui va grogner. Ou je rentre à la maison. Les diables emportent tout ça. J'y vais, un point c'est tout. Trouvant ainsi l'issue de sa situation, monsieur Goliathine s'avança très vite, à croire que quelqu'un avait touché en lui comme un ressort. En deux pas, il se retrouva à la cuisine, jeta sa cape, ôta son chapeau, fourra le tout précipitamment, fourra le tout précipitamment dans un coin, s'arrangea et réajusta sa mise. Ensuite, trois petits points. Ensuite, il s'avança jusqu'au salon de thé. Du salon de thé, il se faufila dans une autre pièce, glissa, presque inaperçu parmi les joueurs absorbés par leur passion. Ensuite,
Là, Monsieur Goliathkin oublia tout ce qui se passait autour de lui. Et directement, comme l'orage dans un ciel bleu, il apparut dans la salle de bal. Comme par un fait exprès, à ce moment-là, on ne dansait pas. Les dames se promenaient dans la salle en groupe pittoresque. Les hommes se regroupaient en petits cercles ou fusaient dans la salle, entreprenant les dames. Monsieur Goliathkin ne remarquait rien de cela. Il ne voyait que Clara Olsouvievna. Auprès d'elle, André Filipovitch, puis Vladimir Semyonovitch, et encore 2 ou 3 officiers, et encore 2 ou 3 jeunes gens, eux aussi tout à fait avenants, pleins de promesses, ou en ayant déjà tenu certaines, comme on le voyait au premier regard. Ils voyaient encore tel ou tel autre, ou non, ils ne voyaient déjà plus personne, ils ne regardaient personne. Pourtant, poussé par ce même ressort qui l'avait fait bondir dans un bal où il n'était pas invité, il se poussa en avant, puis avança encore et puis encore. Il se cognait en passant contre un certain conseiller, lui écrasa le pied. Pour faire bonne mesure, il marchait aussi sur la Rome. Il marchait pour faire bonne mesure. Il marchait aussi sur la Rome d'une digne vieille dame et la déchira un petit peu. Poussa un serviteur avec un plateau, poussa encore telle ou telle personne, et sans rien remarquer de cela, ou pour mieux dire, le remarquant, mais déjà, comme ça, tant qu'à faire, sans regarder personne, s'avançant toujours plus loin. Il se retrouva soudain devant Clara Olsoufievna elle-même, sans le moindre doute, sans même scier. C'est avec le plus grand des plaisirs qu'il se serait effondré sous terre. Mais ce qui était fait, on ne pouvait plus le défaire. Non, on ne pouvait plus du tout le défaire. Comment agir donc? Si ça échoue, ne perds pas courage. Si ça marche, tiens bon. Monsieur Goliathkin, on le comprend bien, n'était pas un intrigant et pas un maître à cirer les parquets avec ses semelles. Cela arriva donc. En plus, les jésuites s'y trouvèrent mêlés. Mais ce n'était pas aux jésuites du reste que pensait monsieur Goliathkin. Tout ce qui marchait, bruissait, parlait, riait, soudain, comme par un coup de baguette magique, se tut et peu à peu s'assembla autour de monsieur Goliathkin. Pour monsieur Goliathkin, du reste, c'était comme s'il n'entendait rien, ne voyait rien. Il ne pouvait pas regarder. 3 petits points. Pour rien au monde, il ne pouvait regarder. Il avait baissé les yeux à terre et demeurait ainsi. S'étant fait la promesse du reste, tant qu'il y était, d'une façon ou d'une autre, de se brûler la cervelle la nuit même. Après s'être fait cette promesse, monsieur Goliathkin se dit mentalement adieu Vat. Et à son immense stupeur, d'une façon tout à fait inattendue, il se mit soudain à parler. Monsieur Goliathkin commença par des vœux d'anniversaire,
et de bienséantes salutations. Les vœux se passèrent bien, mais sur les souhaits, notre héros s'arrêta. Il sentait bien que s'il s'arrêtait, tout s'en irait à tous les diables. C'était gagné, il s'arrêta et s'englua. Il s'englua et rougit. Il rougit et se perdit. Il releva les yeux et regarda à la ronde. Il regarda à la ronde et il resta figé. Tous tenaient immobiles, tous taisaient, tout attendait. Un peu plus loin, ça s'était mis à chuchoter. Un peu plus près, ça éclatait de rire. Monsieur Goliathkin lança un regard soumis et perdu en direction d'André Filipovitch. André Filipovitch répondit à monsieur Goliathkin par un regard tel que si notre héros n'avait pas déjà été complètement, entièrement mort, il aurait été à coup sûr tué une deuxième fois. Net. Il aurait été à coup sûr tué net une deuxième fois. Si c'est seulement là une chose possible. Le silence se prolongeait. Cela concerne plus mes circonstances domestiques et ma vie privée, André Filipovitch prononça d'une voix à peine audible un monsieur Goliathkin à moitié mort. Ce n'est pas une aventure officielle, André Filipovitch. Vous devriez avoir honte, monsieur, avoir honte, prononça André Filipovitch dans un semi-chuchotement avec un air d'indignation indicible. Il prononça ces mots, prit la main de Clara Ostoufievna et se détourna de monsieur Goliathkin. Je n'ai pas à avoir honte, André Filipovitch, répondit monsieur Goliathkin. Là encore, dans un semi-chuchotement et lançant à la ronde des regards malheureux et perdus, et non sans s'effacer, se faisant de découvrir dans une foule stupéfaite un juste milieu et une position sociale qui fut la sienne. Je n'ai pas à avoir honte, André Filipovitch, répondit monsieur Goliathkin, là encore dans un semi-chuchotement, et lançant à la ronde des regards malheureux et perdus, et non sans s'efforcer, se faisant de découvrir dans une foule stupéfaite un juste milieu et une position sociale qui fut la sienne. Bon, ça ne fait rien. Bon, ça ne fait rien, messieurs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça peut arriver à tout le monde, chuchotait monsieur Goliathkin, bougeant petit à petit et s'efforçant de se défaire de cette foule qu'il cernait. On lui céda le passage. Notre héros passa tant bien que mal entre deux rangs d'observateurs curieux et stupéfaits. Le destin l'entraînait. Monsieur Goliathkin le sentait lui-même, que le destin, n'est-ce pas, il l'entraînait. Bien sûr, il aurait donné cher pour pouvoir se retrouver à présent, sans contrevenir aux bienséances, à son poste d'attente dans l'entrée, sur l'escalier de service. Mais comme cela était résolument impossible, il se mit à s'efforcer de filer, d'une façon ou d'une autre, quelque part dans un coin, et s'y tenir, modeste, bienséant, à part, sans toucher personne,
sans retenir l'attention exclusive de quiconque, mais en même temps, tout en gagnant les bonnes dispositions des autres, es-tu maître de maison. Du reste, M. Goliathkin sentait que c'était comme si quelqu'un le soulevait, comme s'il chancelait, comme s'il dégringolait. Finalement, il atteignit un petit recoin et s'y plaça comme un observateur étranger, plus ou moins indifférent, les deux mains appuyées sur le dossier de deux chaises, les soumettant ainsi à sa pleine possession et s'efforçant autant que possible de regarder d'un œil vif les invités de Sophie Ivanovitch qui s'étaient groupés autour de lui. Le plus proche de lui était un officier, un grand et beau gaillard, devant lequel M. Goliathkin se sentait vraiment comme un moucheron. Ces deux chaises, lieutenant, sont réservées. L'une à Clara Olsoufievna et l'autre à la princesse Tchétchékanova, qui danse ici. Je les garde pour elle, lieutenant, prononça M. Goliathkin, le souffle court, en adressant un regard de supplique à monsieur le lieutenant. En adressant un regard de supplique à monsieur le lieutenant. Le lieutenant se détourna sans rien dire, avec un sourire assassin. Repoussé d'un côté, notre héros voulut tenter sa chance d'un autre et s'adressa directement à un grave conseiller orné au cou d'une médaille tout à fait importante. Mais le conseiller le toisa d'un regard si glacé que M. Goliathkin ressentit très nettement que s'il venait de recevoir sur la tête toute une bassine d'eau froide. Mais le conseiller le toisa d'un regard si glacé que M. Goliathkin ressentit très nettement qu'il venait de recevoir sur la tête toute une bassine d'eau froide. M. Goliathkin se calma. Il décida qu'il valait mieux se taire, ne pas parler, montrer qu'il était là, comme ça, qu'il restait en lui-même, que lui aussi il était comme tout le monde, et que sa situation, autant du moins qu'il pouvait le ressentir, était elle aussi convenable. C'est dans ce but qu'il attacha son regard au parement de son uniforme. Puis il leva les yeux et les arrêta sur un monsieur au physique qui inspirait un respect absolu. Ce monsieur, il a une perruque, se dit M. Goliathkin. Il a une perruque, se dit M. Goliathkin. Ce monsieur, il a une perruque, pardon, se dit M. Goliathkin. Et si on enlève cette perruque, ça lui fera une tête toute nue. Toute nue, exactement comme ma peau. Cette grave découverte effectuée, M. Goliathkin se souvint aussi des émirs arabes auxquels, si vous leur ôtez le turban vert qu'ils portent en signe d'appartenance à la famille, si vous leur ôtez le turban vert qu'ils portent en signe d'appartenance à la famille du prophète Mohammed, là aussi, vous aurez une tête toute nue, sans cheveux. Ensuite, et sans doute à cause dans sa tête d'un choc particulier d'idées au sujet des Turcs, M. Goliathkin en vint aux mules turques et sur le champ,
Il se souvint à propos qu'André Filipovitch portait des souliers qui ressemblaient plus à des mules qu'à des souliers. Vous pouvez remarquer que M. Goliathkin s'était un peu fait à sa situation. Si ce lustre-là, se dit à l'instant M. Goliathkin, si ce lustre se décrochait, là en ce moment, et tombait sur la société, moi tout de suite, je me jetterais au secours de Clara Olsoufievna. Une fois que je l'aurais eu sauvée, je lui dirais n'ayez pas peur, madame, ce n'est rien, votre sauveur, c'est moi. Ensuite, là, M. Goliathkin tourna les yeux d'un côté à la recherche de Clara Olsoufievna et Gerasimich, le vieux chambellan d'Olsoufi Ivanovitch. Gerasimich, d'un air des plus soucieux et des plus officiellement solennels, se frayait un passage droit jusqu'à lui. Monsieur Goliathkin tressaillit et grimaça par suite d'une espèce d'impression inconsciente et en même temps très très désagréable. Il regarda machinalement autour de lui. Il eut presque l'idée, d'une façon ou d'une autre, comme ça, en douce, à l'anglaise, en tapinois, d'échapper au malheur, de s'arranger comme ça, ni vu ni connu, c'est-à-dire de faire comme si lui, il n'était pour rien du tout, comme si lui, ça ne le concernait pas du tout. Pourtant, avant que notre héros ait eu le temps de prendre une décision quelconque, Gerasimich se tenait déjà devant lui. Voyez-vous, Gerasimich, dit notre héros, s'adressant à Gerasimich avec un petit sourire. Prenez garde, prenez garde. Dites-leur là-bas. Vous voyez, la bougie dans le candélabre, Gerasimich, elle va tomber. Alors vous savez, dites-leur de la redresser, parce que c'est vrai, elle va tomber, Gerasimich. La bougie. Non, monsieur, la bougie, elle est droite. Mais vous, il y a quelqu'un qui vous demande là-bas. Qui est-ce donc qui me demande, Gerasimich? Ça, vraiment, je ne sais pas, monsieur, qui c'est, le serviteur de je ne sais qui. Est-ce qu'il est là? Il demande Yakov Petrovitch Goliathkin. Alors appelez-le, il dit. C'est une affaire très grave et très urgente. Voilà, monsieur. Non, Gerasimich, vous vous trompez. Là, Gerasimich, vous vous trompez. Ce serait douteux, monsieur. Non, Gerasimich, ce ne serait pas douteux. Il n'y a rien de douteux là-dedans. Gerasimich, il n'y a personne qui me demande. Gerasimich, il n'y a personne qui pourrait me demander. Et je suis ici chez moi. Je veux dire à ma place. Gerasimich. Monsieur Goliathkin reprit son souffle et regarda autour de lui. On l'aurait parié. Tout ce qui se trouvait dans la salle, tout le monde,
dardaient littéralement les yeux et les oreilles vers lui, dans une espèce d'attente solennelle. Les hommes se pressaient plus près et écoutaient. Les dames, un peu plus loin, cherchaient, chuchotaient, pardon. Les dames un peu plus loin chuchotaient avec inquiétude. Le maître de maison lui-même apparut très près de M. Goliathkin, et même si à son visage on ne pouvait pas remarquer que lui aussi à son tour il prenait une part directe et immédiate au démêlé de M. Goliathkin, parce que tout cela se faisait sur un pied de délicatesse. Cependant, tout cela donnait clairement à ressentir au héros de notre récit que la minute qui sonnait pour lui devait être décisive. Monsieur Goliathkin, voyant clairement que sonnait l'heure de l'assaut audacieux, l'heure de l'opprobre pour ses ennemis, Monsieur Goliathkin était dans l'agitation. Monsieur Goliathkin sentit une espèce d'inspiration et reprit d'une voix tremblante et solennelle, s'adressant à Gerasimich qui l'attendait. Non, mon ami, personne ne m'appelle. Tu fais erreur. Je dirais plus. Tu faisais aussi erreur ce matin, en m'assurant, trois petits points, en osant m'assurer, dis-je. Entre parenthèses, Monsieur Goliathkin haussa la voix. Fermez la parenthèse. Koltsofi Ivanovitch, mon bienfaiteur depuis des années immémoriales, qui, dans un certain sens, me fut un second père, m'interdirait sa porte et cette minute de joie familiale et solennelle pour son cœur paternel. Entre parenthèses, M. Goliathkin regarda autour de lui avec un air satisfait, mais plein d'une émotion profonde. Des larmes perlèrent à ses cils. Point, fermez la parenthèse. Je le répète, mon ami, conclut notre héros, tu faisais erreur. Tu faisais erreur cruelle, impardonnable. La minute était solennelle. Monsieur Goliathkin sentait que les faits étaient imparables. Monsieur Goliathkin se tenait là, les yeux humblement baissés, attendant l'étreint d'Olsoufi Ivanovitch. On remarquait parmi les invités de l'émotion et de la stupeur. Même l'inébranlable et terrifiant Gerasimich s'arrêta sur son « ce serait douteux, monsieur », quand soudain l'impitoyable orchestre, sans prévenir, fit tonner une polka. Tout était perdu, emporté par le vent. Monsieur Goliathkin tressailla. Gerasimich eut un recul. Tout ce qu'il y avait dans la salle se mit à s'agiter comme la mer, et Vladimir Semyonovitch voulait déjà, dans la première paire avec Clara Olsoufievna, pardon, tout était perdu, emporté par le vent. Monsieur Goliathkin tressaillit. Gerasimich eut un recul. Tout ce qu'il y avait dans la salle se mit à s'agiter comme la mer, et Vladimir Semyonovitch volait déjà dans la première paire avec Clara Olsoufievna, tandis que le beau lieutenant faisait de même avec la princesse Tchekavnova. Les spectateurs se massaient avec curiosité et exaltation
pour voir les danseurs de polka. Une danse intéressante, nouvelle, à la mode, qui faisait tourner la tête à chacun. Monsieur Goliathkin fut oublié pour un temps. Mais brusquement, tout s'inquiéta, se troubla, s'agita. La musique se tut. 3 petits points. Survint une aventure étrange. Fatiguée par la danse, Clara Olsoufievna, toute haletante de fatigue, les joues en feu et la poitrine profondément agitée, tomba enfin dans l'épuisement de ses forces dans un fauteuil. Tous les cœurs se précipitèrent vers l'adorable charmeuse. Tous s'empressaient, à qui mieux de la saluer et de la remercier pour le plaisir qu'elle leur faisait. Soudain, c'est M. Goliathkin qui se retrouva devant elle. M. Goliathkin était pâle, extrêmement défait. On pouvait croire que lui-même se trouvait dans une sorte d'épuisement. Il avait de la peine à bouger. Il y avait quelque chose qui le faisait sourire. Il tendait la main d'un geste suppliant. Clara Olsoufievna, stupéfaite, n'eut pas le temps de retirer sa main et se leva machinalement à l'invitation de M. Goliathkin. M. Goliathkin chancela vers l'avant, d'abord une fois, puis une autre, puis il leva la jambe, puis, allez savoir comment, il essua le parquet, puis, allez savoir comment, tapa du pied, puis trébucha. 3 petits points. Lui aussi, il voulait danser avec Clara Olsoufievna. Clara Olsoufievna poussa un cri. Tout le monde se précipita pour libérer sa main de la main de M. Goliathkin. Et d'un seul coup, notre héros fut repoussé par la foule à presque 10 pas de distance. Autour de lui aussi, un petit groupe s'était massé. On entendit le glapissement, le cri de 2 vieilles que M. Goliathkin avait failli renverser dans sa retraite précipitée. Le trouble était affreux. Tout posait des questions, tout criait, tout argumentait. L'orchestre se tut. Notre héros tournoyait dans son cercle et machinalement, souriant en partie, marmonnait quelque chose dans sa barbe, comme quoi, n'est-ce pas, pourquoi pas donc, n'est-ce pas, la polka, autant du moins qui pouvait le sentir, était une danse nouvelle et fort intéressante, conçue pour la consolation des dames, mais vu la tournure des événements, eh bien lui, ma foi, il est prêt à tomber d'accord. Mais semblait-il, personne ne le demandait, l'accord de M. Goliathkin. Notre héros sentit que soudain, une main lui tombait sur le bras, qu'une autre main s'appuyait sur son dos et qu'on le dirigeait dans une certaine direction avec un soin tout particulier. Il finit par remarquer qu'on l'amenait droit vers la porte. Monsieur Goliathkin voulut dire quelque chose, faire quelque chose. 3 petits points. Mais non, il ne voulait déjà plus rien. Il répondait juste par un rire machinal. Il finit par sentir qu'on lui enfilait sa pelisse, qu'on lui enfonçait son chapeau jusqu'aux yeux. Au bout du compte, il ressentit dans l'entrée
dans le noir et le froid, puis enfin dans l'escalier. Finalement, il trébucha. Il semblait qu'il tombait dans un gouffre. Il voulut crier, et soudain il se retrouva dans la cour. L'air frais lui respira dessus. Il s'arrêta une petite seconde. Au même instant, volèrent jusqu'à lui les sons de l'orchestre qui sonnaient à nouveau. Monsieur Goliathkin se souvint soudain de tout. Il semblait que toutes les forces qui l'avaient laissé lui revenaient d'un coup. Il s'élança de l'endroit où il se trouvait jusqu'alors, figé, et se précipita dehors, n'importe où, vers l'air, la liberté, où les yeux le menaient. 3 petits points.